Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Cassandra Develder. Bonjour Cassandra, merci de m'accorder un peu de ton temps dans ton emploi du temps chargé de jeune entrepreneur. Alors Cassandra, tu es née à Porquerolles, où tu as grandi et où tu vis encore actuellement. Avec ton compagnon Guillaume, vous avez créé votre entreprise La Brasserie Porquerolles. Il s'agit d'une microbrasserie totalement locale, indépendante, solidaire et éco-responsable, qui produit toute l'année 4 bières artisanales, blondes, blanches, ambrées et IPA, avec une production de 130 hectolitres par an. On reviendra sur ton activité, mais avant cela, je voudrais te poser la question que je pose à toutes les personnes qui ont passé leur enfance sur l'île. Comment c'était de grandir sur l'île à la fin des années 80, début des années 90 ? Waouh, c'était juste magnifique. C'est ce que je rêve et ce que je souhaite pour mes enfants. C'est vraiment l'enfance à Porquerolles. Moi, ça a marqué ma vie et j'en parle encore. Mon enfance sur l'île, nos parents, ils nous ont offert cette chance. Et aller en vélo à l'école, ça n'a pas de prix, quoi. Donc ouais, c'est juste magnifique. Tu as des souvenirs particuliers de l'école sur l'île, de la vie avec les enfants sur l'île ? Est-ce qu'avec le recul, tu saurais dire un petit peu ce qui était particulier par rapport à peut-être aux enfants qui peuvent avoir une vie sur le continent et aller à l'école sur le continent ? Ce qui est particulier, c'est qu'on est une famille, on est plein d'enfants, mais on est une grande famille, on a tous l'impression d'être frères et sœurs, on est chacun les uns chez les autres, les mamans sont habituées à ce qu'on débarque à 4 ou 5 enfants, chacun dort chez l'un, chacun dort chez l'autre, et je pense que c'est ce qui marque aussi le fait qu'on soit tous encore en lien, parce qu'on a des amitiés qui pour moi sont fortes parce qu'on se connaît depuis qu'on est né. Et si on ne s'était pas rencontrés depuis notre plus jeune enfance, je pense pas qu'avec certaines personnes on soit amis. On n'a pas forcément de points en commun. On ne serait pas rencontrés à l'école et ça n'aurait pas été nos meilleurs amis. Non, c'est juste qu'on est nés ensemble et c'est comme des frères et sœurs. Et moi, ça a vraiment marqué mon enfance d'être ici à Porquerolles, de prendre mon petit vélo, d'aller à l'école, d'être une classe où on était 3 en CM2 justement avec Anaïs notamment. Ça marque une enfance, ça marque une vie. Non, c'était magnifique. Magnifique, et c'est vraiment ce que je veux, et c'est pour ça que je suis revenue à Porquerolles, c'est parce que moi je rêve que mes enfants aillent à l'école à Porquerolles. C'est vraiment pour ça que je suis revenue ici et que je veux qu'on veut habiter ici à l'année, parce que c'est un cadre de vie magnifique, mais surtout qu'on veut évoluer et faire grandir notre entreprise et pouvoir fonder notre famille sur l'île et rester ici, parce que c'est juste magnifique, quoi. On a un instituteur pour 4 classes. Et non, c'est magnifique, c'est génial. Je suis un peu déçue qu'on n'ait pas eu plus d'attachement via l'école, qu'on ne nous ait pas plus fait évoluer niveau sportif. On va dire, on est sur une île, personne d'entre nous sait vraiment naviguer, on ne sait pas faire de planche à voile, on ne sait pas faire de kitesurf, on ne sait pas plonger, on ne sait pas correctement pêcher. Alors qu'on est né sur l'île, on devrait tous savoir faire ça hyper bien. Donc ça, je trouve ça un peu plus dommage, mais je pense que c'est l'éducation française qui est pas adaptée pour ça. Ici. Ça n'a pas changé, ça ? Non, c'est toujours le cas pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est l'inverse, je trouve que ça s'est empiré. Parce que nous, à notre époque, Marc, il nous faisait faire beaucoup de choses. Il nous faisait faire de l'optimiste. Quand on faisait de la natation, on faisait de la natation à la plage de la Coursade. On ne traversait pas pour aller à la piscine. Je pense que maintenant, je ne sais pas trop si c'est niveau sécurité ou si c'est niveau éducation nationale. Mais ça a l'air beaucoup plus compliqué. Ils traversent pour aller à la piscine. Ils font pas du tout de voile. Mais ça, c'est peut-être en lien, je sais pas, avec le yacht club. Je sais pas, faudrait en parler. Mais non, je trouve ça dommage que nos enfants de l'île ne soient pas plus proches des activités que l'île peut nous faire vivre.
Donc j'en sais rien moi, tout et n'importe quoi, la nature, je vais aller aux champignons, être proche de la mer. Quand on voit un petit Haïtien qui plonge en apnée à 10 ans à 20 mètres, on se dit c'est normal, il est né sur une île. Mais nous, on est tous nés sur une île et on est tous super nuls pour ce genre d'activité. Toi, tu penses qu'il y aurait quelque chose à développer de ce côté-là, que c'est une chance oui. Si on a quelques enfants de l'île qui sont des super pêcheurs, tant mieux, mais je pense que c'est par leur famille ou par leur papa qui l'ont appris. Ou Elliot, qui est un fou de la pêche, il devrait apprendre à tous les enfants à pêcher. On va lui suggérer. Vraiment. Mais non, ça je trouve c'est un peu dommage que ce soit pas plus percé. Ensuite, le passage au collège, est-ce que tu as des souvenirs de cette période? Parce que c'est le... Oui. Voilà, le passage au collège, c'est la pire de toutes les catastrophes. Donc, j'ai l'impression, ça revient. Le passage au collège, mais ça a été horrible. Horrible. Moi, j'ai complètement détesté le passage au collège. Je retournais à l'école ici, je demandais à Marc, s'il te plaît, est-ce que je peux venir faire mes devoirs dans ta classe, tellement c'était horrible. Et là, en tant qu'adulte, je me souviens encore de la boule au ventre que j'avais. J'ai détesté passer au collège. Forcément, on est ici, on a une petite classe trop mignonne avec tous nos amis qu'on connaît depuis qu'on est né. On est 2 en CM2, 3 en CM2, 3 en CM1 et on arrive dans une classe où il y a 30 élèves, on a 10 profs différents. Là, on avait un instit, il nous disait vous rentrez, voilà. On disait oui, est-ce que cet après-midi on peut jouer à la balle aux prisonniers? Oui, allez, on travaillera un peu plus tard. Enfin bon, c'était juste génial, c'était rêvé quoi. Et là, on arrive au collège. Moi, c'était l'angoisse, le collège. L'angoisse. T'étais interne ou demi-pensionnaire? Heureusement pour moi, j'étais demi-pensionnaire. Anaïs a été interne d'ailleurs, la pauvre, c'était terrible. Ça allait pas du tout, elle était tout le temps malade. Enfin, c'était vraiment très difficile à gérer. Moi, niveau scolaire, ça allait très bien, mais alors niveau rythme, s'adapter, ça allait pas du tout quoi. Pas du tout. J'ai vraiment détesté. Après, on s'y fait, on est obligé d'y aller, donc on s'y fait. Le rythme est crevant pour les enfants. On part le matin au bateau, il est 7h, on revient, il fait nuit à 17h et on est des gamins, quoi. Donc non, il y a cette rupture, c'est-à-dire que voilà, le primaire dans un lieu un petit peu privilégié, dont on ne se rend pas forcément compte quand on est tout petit. Et puis je pense il doit y avoir une grosse rupture en effet à vivre quand on passe au collège. Ah non, et même moi, pour passer au collège, ma mère m'a appris à traverser la route en faisant gaffe aux bagnoles, quoi. Donc j'étais complètement dans un autre monde. Mais en plus, moi, je faisais 6 mois par an à l'école ici. Et après, même peut-être un peu plus, les vacances, au milieu des vacances, ça doit être ça, 6 mois à l'école. Après, moi, mes parents, l'hiver, ils partaient en voyage en bateau. Et on a fait 2 tours du monde avec le bateau. Donc moi, j'étais déscolarisée en une grosse partie de l'hiver, pendant 3-4 mois, je crois. Et je partais à la voile avec mes parents, donc j'ai beaucoup bougé, beaucoup voyagé. Donc en fait moi mon quotidien c'était être pieds nus sur un bateau avec ma mère qui me faisait l'école pendant 4 mois. Et quand je revenais, ma seule civilisation c'était Porquerolles à l'école. Donc c'est sûr quand je suis passée au collège ça a été la catastrophe, ça a été très dur. J'étais très habituée à m'adapter parce que j'ai toujours beaucoup voyagé, fait plein de choses avec mes parents, donc ça allait. Niveau scolaire ça allait aussi, mais je trouvais ça horrible quoi. Je détestais, je pleurais tous les jours, tous les ans, j'ai demandé à mes parents à être inscrite au CNED et tous les ans, ma mère m'a dit non, il faut que tu te sociabilises, donc on ne va pas t'inscrire au CNED. Déjà que tu t'es fait Porquerolles et 4 mois par an en bateau, non, tu vas rester à l'école, mais juste pour être sociable, quoi. Mais ça a été très dur, ouais. J'imagine bien. Et est-ce que tu as le souvenir, avec les autres enfants, vous vous sentiez un petit peu différent des autres enfants, justement, quand vous êtes arrivés? Est-ce qu'il y avait un esprit de groupe ou au contraire... la volonté quand même d'essayer de s'intégrer? Est-ce que tu as ce souvenir-là d'être un peu, alors je dirais pas stigmatisé, mais en tout cas, est-ce que les Porquerolais étaient identifiés dans les classes ou pas? Pas spécialement pour ma part. Moi j'ai toujours, dès que je suis arrivée au collège, je me suis fait plein de copines, j'étais toujours avec plein de monde, mais par contre je détestais ça quoi. Je m'habituais parce que j'étais obligée d'y être, donc j'avais plein de potes, je marchais bien à l'école, mais je détestais ça. Les Porquerolais stigmatisés, j'ai pas trouvé. À part que par gentillesse pour nous, parfois ils organisaient des classes où les cours se terminaient plus tôt pour qu'on puisse avoir la dernière navette, parce qu'il y avait aussi le problème de la dernière navette et du bus qui attendait pas les navettes, et enfin toujours ce pataquès. Donc
peut-être ça, mais non, on n'était pas... Vous faisiez pas l'objet d'une certaine curiosité de la part des autres enfants? Non. Moi, je l'ai pas senti. Si, bah forcément, le matin, on arrive en retard à l'école, on dit oui, excusez-moi, j'ai loupé le bateau, toute la classe se marre, forcément. Mais bon, parce que c'est plus drôle de louper le bateau que louper un bus, mais pas spécialement. Et puis, ils étaient quand même habitués, il y a toujours eu beaucoup de porquerolais qui allaient dans ces mêmes collèges, donc moi, j'ai pas ressenti ça comme un stigmate, non. Tu as fait le collège, lycée de l'autre côté. Et ensuite, quelles sont les études que tu as suivies? Mais moi, je suis arrivée très jeune à la fac. J'avais 16 ans en fac de droit, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc, j'avais pas le permis, c'était la catastrophe. Donc, je suis allée en fac de droit à Toulon. J'habitais chez mes grands-parents à Hyères. Je prenais le train le matin pour aller à la fac parce que j'avais pas le permis. Et j'ai galéré longtemps comme ça a été un peu compliqué. Donc, j'avais hâte d'avoir le permis. Et après ça, donc j'ai fait ma première année de fac de droit à Toulon. Et après, j'en ai déjà eu un peu marre. Donc, j'ai essayé de trouver une solution pour faire ma fac à distance. Donc, la deuxième année, j'ai fait aussi à Toulon, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai réussi à faire des études à distance. Je suis même partie en Espagne faire fille au père. Et j'ai réussi après à avoir un lien avec Assas et la Sorbonne pour faire des études entre guillemets comme le CNED, sauf que ça n'existait pas vraiment en droit, donc ça a été très compliqué, j'ai fait beaucoup de procédures pour le faire. Et là, je suis partie avec mon père et on a pris le bateau de Porquerolles, on l'a amené au Brésil. Donc je suis traversée l'Atlantique avec mon papa et j'ai mis mes études... pas vraiment de côté. En fait, je me suis dit, allez, je le fais par correspondance. Finalement, je vais bien évidemment pas du tout étudier pendant tout ce périple. Et quand je suis rentrée... En fait, normalement, je devais passer mes examens au Brésil, au consulat. Et quand je suis arrivée au Brésil, ils m'ont dit, non, mais là, nous, c'est le carnaval. Je me suis dit, attendez, moi, j'ai quand même des examens de droit à passer. Donc, carnaval ou pas, on va peut-être trouver une solution. Et non, je n'ai jamais pu passer mes examens. Du coup, je suis rentrée en fin d'année à Paris et il fallait que je passe tous mes 2 semestres en je sais plus quel mois c'était, fin d'année quoi. Et finalement ça a fonctionné. Donc j'avais pas vraiment étudié mais ça a fonctionné et je suis restée du coup, j'ai fait des cursus un peu comme ça, un peu à distance. Après je suis revenue, j'ai fait des études en Master 2, je suis allée à Grenoble et j'ai fait des études en parallèle d'école privée en criminologie. Mais donc j'ai très souvent fait un coup un endroit, un coup dans une ville, une autre, j'ai beaucoup bougé quoi, énormément. Alors le choix du droit et de la criminologie, tu l'expliques comment? C'est quand même assez singulier, non? Le droit, ouais, ça a été un choix. Je savais pas trop quoi faire après mon bac. Et j'étais intéressée par le droit seulement pour la criminologie parce que depuis gamine, quand je suis arrivée justement, mais j'étais au collège déjà, j'avais demandé à ma mère un jour si je pouvais m'acheter un bouquin. Je lui ai dit ah maman, est-ce que je peux te prendre des sous pour m'acheter un livre? Elle me dit bah oui, ok, très bien. Et le soir, je suis rentrée avec un livre de criminologie et ma mère a fait une tronche parce que j'étais hyper jeune quoi. Elle s'est dit mais c'est pas possible. Pourquoi elle a pas acheté Harry Potter ou un truc beaucoup plus logique quoi. Et non, j'ai tout de suite été hyper intéressée par la criminologie et à l'époque il y avait des amis qui avaient leur fils qui me parlait beaucoup de criminologie, qui lui était beaucoup plus âgé que moi et ça m'a tout de suite vraiment intéressée. Donc c'est pour ça que je suis partie en droit. Je suis vraiment partie en droit pour faire de la crimino, donc je suis partie en droit pour faire du pénal tout simplement quoi. Et alors, il y a une ellipse. En 2016, tu lances avec Guillaume la brasserie Porquerolles. Entre tes études de criminologie et cette période, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien à voir. Entre-temps, on était partis avec Guillaume à Lyon, justement, parce que moi, j'avais fini mes études. Je voulais trouver du boulot en criminologie, mais vraiment en criminologie pure et pas du tout en droit ou en tant qu'avocate ou en tant que je ne sais quoi. Non, je voulais vraiment faire de la crimino. Donc, je suis partie à Lyon parce qu'à Lyon, c'est assez développé au niveau de la police technique et scientifique. Et j'avais un job qui était pas terrible et je trouvais pas du tout ce que je voulais comme job. Mais de toute façon, en France, la crimino, c'est assez particulier, c'est très difficile, il n'y a pas vraiment de cadre légal pour tout ça, donc ça perçait pas. Entre-temps, ma mère est tombée malade et du coup, pour pas laisser mon père tout seul, j'ai dit à Guillaume, bah écoute, tant pis, on rend l'appart, moi je m'en fous de mon job actuel, donc je pars et je vais à Porquerolles faire la saison pour aider mon père, comme ma mère était hospitalisée. Et en fait, on n'est plus jamais reparti, forcément, on revient à Porquerolles. On n'arrive pas spécialement à repartir. Guillaume a détesté Lyon, lui qui pourtant est né à Paris, parce que Guillaume est parisien quand même. Il est né à Paris, il est parti de Paris assez jeune.
Et il a même demandé à ses parents de quitter Paris pour vivre sur la presqu'île de Gien, tellement il détestait la ville. Donc très jeune, il s'est fait accueillir dans une famille jeune. Et bref, donc Lyon, ça lui allait pas du tout. Et quand il est revenu à Porquerolles, parce qu'à la base, avec Guillaume, on s'est rencontrés quand on avait 18 ans ici à Porquerolles. Donc quand il est revenu à Porquerolles, c'est presque lui qui m'a dit ah non mais là on va pas repartir quoi ouais. Donc on s'est un peu laissé vivre, on est resté ici. Moi j'ai complètement abandonné la Crimino et je suis restée dans l'entreprise de mes parents. Ma mère est pas venue bosser pendant très très longtemps et en fait ils ont commencé à prendre leur pré-retraite mes parents et c'est très bien donc du coup c'est pour ça que je suis restée. Tu peux nous parler un petit peu de justement cette entreprise, donc Yacht Service, qui est l'entreprise familiale, ce qui s'y fait, ce qui s'y vend, quelle est l'activité exactement ? C'est un chantier naval Ship Chandler, donc on a une partie boutique Ship Chandler, vente d'accastillage, et une partie réparation des bateaux. Donc ça a été créé par mon père il y a, 35 ans, quelque chose comme ça. Et mes parents se sont rencontrés à Porquerolles très jeunes. Et au début, ils faisaient de l'école de voile et ensuite mon père a commencé avec sa caisse à outils à faire des petites réparations et petit à petit, ils ont évolué et monté cette boîte. Donc voilà, très sympa. Et moi, je suis dedans depuis que je suis toute petite. Ça a été mes premiers jobs d'été forcément et j'ai un peu baigné là-dedans. J'ai baigné dans le bateau depuis que je suis née forcément. On habitait sur un bateau, nous. Donc toute mon enfance, j'étais sur le bateau. Et l'hiver, on était encore en mer. Et ensuite, l'été, j'ai toujours aidé très souvent dans cette boutique. Donc pour moi, c'était pas très compliqué de revenir. Ouais, c'était assez naturel. Alors malgré tout, avec Guillaume, vous lancez votre brasserie porquerollaise en 2016. Comment est venue cette idée ? Oula, l'idée vient pas du tout de moi. L'idée vient d'un copain de Guillaume avec qui ils ont commencé à créer le projet. Et en fait, on était hébergés chez mes grands-parents à l'époque, auprès des Palmiers, dans un appart là. Et ils ont commencé avec un de ses meilleurs potes à faire des bières, mais dans des petites cuves. Il y en avait partout. Il y avait du malt sous nos lits. Il y avait des cuves dans les toilettes. Ils ont commencé à essayer de créer des recettes un peu, pour voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, le projet a commencé vraiment comme ça. Donc très rigolo quoi, tout, il remplissait la baignoire pour faire des tests, je ne sais quoi, il mettait de l'eau dans la baignoire, enfin c'était n'importe quoi. C'était un atelier, l'appart s'était transformé en atelier brassicole. Et ils ont commencé leur première recette comme ça et finalement ça l'a pas fait entre deux et du coup Guillaume a monté la brasserie. Et pas de local, ils ont cherché, c'était compliqué. Donc finalement, on a décidé de le monter à l'étage du coup du Yacht Service. Donc c'est mes parents qui nous hébergeaient à l'étage. Et voilà, et forcément, j'ai été mise là-dedans, quoi. Mise à contribution voilà. Malgré toi. Mais ça te plaît ? Non, c'est un beau projet, c'est sympa. Moi, j'adore avoir des objectifs, j'adore avoir des projets, encore plus à Porquerolles. Donc non, très sympa. Et puis c'est sympa d'avoir un projet en couple et d'essayer de le faire vivre. Ouais. Donc non, très chouette. Après, il y a eu l'histoire du houblon. Donc on s'est dit, tiens, ce serait cool d'essayer de planter du houblon. C'était pas du tout facile parce que forcément, pas de terrain, machin. Donc là, c'est César, un ami qui nous est venu en aide, qui nous a passé son terrain, qui est tout le temps sur le terrain, qui s'en occupe beaucoup plus que nous d'ailleurs. Donc à Porquerolles, quand même, faut le préciser. C'est une performance, je pense. Donc non, c'est sympa. Et puis Guillaume, il essayait de bien faire évoluer la brasserie et d'avoir des enjeux assez sympas, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au lancement ? Parce que j'imagine que des expériences un peu savant fou chez vous, de façon un petit peu vraiment artisanale, à maintenant une activité qui quand même s'est bien développée. Vous êtes commercialisé un petit peu partout, en tout cas sur Porquerolles, peut-être aussi sur la presqu'île, je sais pas, un petit peu. Il y a sûrement eu des étapes assez compliquées parce que lancer son entreprise, c'est pas neutre. Ouais, c'est le plus compliqué, c'est la place. Oh, vraiment, c'est la place, le stockage, savoir où mettre les choses et comment tout compacter. Donc le plus dur du plus dur, ça a été le local et la place, et ça l'est encore, et c'est la catastrophe. Donc non, c'est ce qui a vraiment été difficile parce que le lancement en soi de la marque,
Les Porquerolais ont été hyper sympas, tout le monde nous a accueillis à bras ouverts. Enfin, ils ont vraiment, je trouve que ce soit les restaurateurs, les bars, enfin tout le monde a vraiment joué le jeu et tout le monde a été hyper sympa. Quand Guillaume a commencé à faire goûter la bière, tout le monde a été vraiment cool et l'a poussé, l'a aidé, lui a donné que des bonnes énergies. Est-ce qu'il s'est formé sur le tas, Guillaume? Comment ça s'est passé? Ouais, complètement. Ouais. Seulement en essayant, en étudiant, en faisant des recettes à droite à gauche, vraiment sur le tas. Ouais. Il a rencontré quelques brasseurs, mais non, il s'est formé seul et sur le tas. Pas du tout d'école. Donc non, les gens étaient plutôt sympas, accueillants, ouais. Et tout s'est plutôt bien passé, ça s'est fait assez naturellement. Par contre, la place, catastrophe, quoi. Catastrophe, donc très difficile, ne serait-ce que pour installer les cuves, pour tout, pour construire la brasserie, ça a été hyper compliqué parce que pas de place, donc que du système D, donc c'est ça qui a été vraiment le plus dur et ça l'est encore. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment ça se passe de la culture du houblon à la mise en bouteille et à la distribution? Vous êtes dans une démarche solidaire et participative, je crois. Est-ce que tu pourrais, rapidement, je ne sais pas si ça peut être rapide, mais en tout cas expliquer un petit peu le process? Oui, c'est Guillaume qui te l'expliquerait mieux que moi, mais oui. Le houblon, cette année, ça n'a pas du tout été la récolte, donc il n'a pas du tout pu être autosuffisant, alors que c'était quand même l'objectif, parce qu'on en a replanté beaucoup cette année, donc c'était censé être l'objectif. Le problème, c'est un manque de temps, pas d'eau sur le terrain, donc on y allait tous les soirs en vélo avec des bidons de 20 litres qu'on portait, et quand on finit déjà de bosser à 22h tous les soirs, en fait au bout d'un moment on s'en sort pas. Donc le houblon, il voulait être autosuffisant, il a pas pu l'être, donc du coup il y aura, je sais pas, je peux pas te dire le pourcentage de production qui sera fait avec le houblon de Lille, mais il te le dirait mieux que moi, mais ce sera pas du tout la totalité. Après, tu veux quoi, les étapes de fabrication, vraiment? Je découvre, donc. Ouais, il faudrait que tu viennes à la brasserie surtout pour voir quand il brasse et qu'il t'explique lui. Mais t'as 3 cuves, t'as une cuve d'empâtage, après t'as la cuve d'ébullition, comme chez tous les brasseurs. Ici, ce qui est particulier, c'est que tout est fait naturellement, donc t'as pas d'ajout de CO2, du coup c'est une refermentation en bouteille, donc la bière crée sa bulle par le sucrage quand il remet en bouteille, donc ça veut dire que le procédé est très long. Une bière indus, elle va être faite en 3 jours, lui il lui faut au grand minimum 2 mois pour que la bière soit faite, donc à partir s'il brasse aujourd'hui, la bière peut pas être bue avant 2 mois minimum, puisque la bulle se refait toute seule, donc c'est complètement naturel, c'est pas filtré, c'est pas pasteurisé, enfin c'est un procédé vraiment très naturel et assez archaïque, donc tout est fait à la main. Donc on étiquette à la main, on embouteille à la main, on marque le numéro de l'eau sur chaque bouteille à la main. Et comme tout hyper artisanal. C'est super artisanal, et comme tout est à l'étage, tu portes tout. Donc en fait tu portes les bouteilles vides dans un sens, tu reportes les bouteilles pleines dans l'autre. Entre temps tu as pris chaque bouteille une par une pour lui coller une étiquette à la main et lui mettre un numéro de l'eau à la main, et tout comme ça. Donc c'est vraiment, tout est fait à l'ancienne, quoi. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de main d'œuvre. Mais bon, c'est ce qui est beau aussi, c'est ce qui est sympa, c'est ce qui est chouette. Vous répartissez comment l'émission dans cette brasserie? Guillaume fait les 3/4 du job. Moi je l'aide quand vraiment c'est la bourre, ou pour tout ce qui est embouteillage, étiquetage. Je l'aide aussi. Tout ce qui est production, pas du tout, c'est lui qui fait tout. Moi je sais pas du tout brasser et je m'en occupe pas du tout, j'ai déjà beaucoup de travail. Donc pas du tout. Livraison, quand il a pas le temps, je lui en fais. Et commercialisation, on fait rien du tout, parce que on répond à des mails pour leur dire que malheureusement on ne peut pas accepter de nouveaux clients, donc on fait rien là-dessus. Pour l'instant c'est malheureux, mais pour l'instant on n'a pas de travail à faire là-dessus, puisqu'on produit déjà juste pour la consommation de l'île. Donc, Oui, c'est ce que tu me disais, c'est que vous n'avez pas du tout de problème de demande, c'est plutôt vous, la capacité à absorber
les commandes qui vous sont faites en fait. On n'y arrive pas. Il produit un max qu'il peut l'hiver pour essayer d'avoir le plus de quantité possible pour l'été. Mais non, il est tout le temps en rupture, tout le temps. On ne peut pas produire plus, c'est impossible. On est à l'étage, donc la dalle ne peut pas supporter plus de poids. Du coup, les cuves, on ne peut pas rajouter de cuves, donc pas de rajout de cuves, pas de production supplémentaire. Et il veut pas commencer à prendre des nouveaux clients parce que ce serait un peu malhonnête de prendre des nouveaux clients pour l'hiver. Et parce qu'en effet, l'hiver, les restaurateurs à Porquerolles, il y en a beaucoup qui sont fermés. Donc nous, les commandes, elles sont moindres, voire néantes parfois, inexistantes. Et il veut pas prendre de nouveaux clients l'hiver parce que si on prend des nouveaux clients l'hiver et on fait quoi l'été, on va dire désolé, désolé, on est en rupture de stock, c'est complètement malhonnête. Donc du coup l'hiver il essaye de produire et faire comme il peut avec la trésorerie pour avoir assez pour produire pour l'été et vendre l'été. Mais dans tous les cas l'été il est toujours en rupture de stock, toujours. Donc il accepte très peu de nouveaux clients, très peu. Et de toute façon toute la production est vendue 90% sur l'île. Donc la problématique essentielle à laquelle vous êtes confrontés, c'est la question de l'espace. Il vous faudrait un local pour accueillir la bière de Porquerolles. Ah oui, complètement. Et là, de toute façon, c'est vraiment la question entre guillemets d'urgence, quoi. Là, s'il n'y a pas de local, au bout d'un moment, on va penser à autre chose, quoi. On va pas rester comme ça indéfiniment. La brasserie, elle peut pas évoluer. Et puis Guillaume, il en a marre de brasser et de bosser dans des conditions pareilles parce que les conditions sont vraiment dures. C'est vraiment du plan B dans tous les sens. Même n'importe quel brasseur vient à la brasserie, ils hallucinent. Ils nous disent mais c'est pas possible, comment il bosse là-dedans, c'est inenvisageable. Il y a plein de choses qui n'existent pas. Il crée lui-même des procédés pour que ça fonctionne, mais il y a plein de choses chez d'autres brasseries qui n'existent pas parce que on fait comme on peut, quoi, dans le tout petit espace qu'on a. Et en termes de débouchés pour trouver ici des locaux, j'imagine que c'est l'angoisse. Le bâti à Porquerolles, ça c'est comme la question des logements sur l'île. Le bâti à Porquerolles, il est hyper compliqué, donc que ce soit un accès à propriété commerciale ou que ce soit privé pour les logements, c'est pareil, c'est très difficile. Donc on attend un peu, on a fait pas mal de demandes au niveau du parc national. Tout le monde sait qu'on cherche un local, donc on va voir ce qui pourrait se libérer ou pas et on croise les doigts de réussir à trouver quelque chose qui corresponde à la brasserie. Ouais, on croise les doigts aussi pour vous. Alors Ipaea, c'est le nom que vous avez donné à vos bières, ça vient d'où ? Ipaea, ça vient de la légende des îles d'Or. Donc Ipaea, si on regarde dans le dictionnaire latin, Ipaea c'est Porquerolles en latin. Et c'est en effet aussi un jeu de mots avec l'IPA. C'est joli. Mais c'est joli, Ipaea. Ouais, c'est très joli. La manière dont c'est écrit, c'est joli. Alors, il y a une grande controverse sur Ipaea, parce que alors il y en a certains qui disent qu'Ipaea, en fait, c'était pas à Porquerolles, mais c'était l'île du Levant. Alors, finalement, il y a eu plein de recherches. Sabine et Marc avaient fait beaucoup de recherches quand ils ont écrit la légende des îles d'Or. Et non, eux confirment que Ipaea, c'est bien Porquerolles. J'ai une amie qui s'est fait tatouer Ipaea, et qui, depuis le début, depuis qu'on est ado, tout le monde lui dit « Ah, tu t'es fait tatouer l'île du Levant ». Mais non, je confirme, moi aussi, j'ai fait des recherches. Ipaea, c'est bien Porquerolles. Alors, c'est préférable quand on se les fait tatouer. Voilà. Mais quand on cherche dans le dictionnaire latin, il y a quand même, alors je sais plus où j'avais trouvé ça, mais d'ailleurs Anaïs, elle avait un bouquin aussi chez elle où Ipaea, c'était aussi Porquerolles. Enfin bref, ça a toujours été la controverse, mais non, moi je dis qu'Ipaea, c'est Porquerolles. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle justement de ton lien à Porquerolles. Un jour sur l'île, alors on va dire l'été, ça ressemble à quoi pour toi ? Oh non, mais alors là c'est la mauvaise question parce qu'un jour sur l'île l'été c'est juste naze. Comment ça, c'est l'angoisse, c'est ça ? Un jour sur l'île l'été c'est horrible, je pense qu'il n'y a aucun Porquerolais qui aime Porquerolles l'été, mais par contre c'est ce qui nous fait vivre, donc moi un jour sur l'île l'été, généralement je suis au bout de ma vie. Ça dépend si c'est le 15 août ou si c'est avant ou après, mais en général je travaille beaucoup, ça reste très sympa parce que j'aime bien quand même, je trouve ça très cool, je suis une bonne bosseuse et ça me plaît, donc non, sans rire, c'est assez sympa parce qu'on bosse beaucoup, mais un jour sur l'île à Porquerolles l'été, c'est pas le jour où il faut venir, quoi. Clairement, c'est pas le jour où on va profiter pleinement de l'île et où on va apprécier l'île comme on l'aime autant. Ouais, donc un jour sur l'île pour toi l'été, c'est du boulot. Ah oui, c'est du boulot, c'est de la pollution. On peut le dire, désolé, hein, mais non, un jour sur l'île, l'été c'est de la pollution, c'est beaucoup de monde, c'est très peu de structures pour les accueillir décemment selon moi,
Mais bon, ça c'est les éternels recommencements. Voilà, c'est des poubelles qui débordent. Voilà, c'est des masses de personnes très mal accueillies parce que pas assez d'infrastructures pour les gérer, pas de toilettes publiques, des plages bondées et des gens qui je pense, commencent quand même à faire des efforts niveau déchets, etc. Mais qui quand même, malheureusement, nous laissent des tas et des tas d'ordures et de tout ce que tu veux. Donc non, l'été c'est un peu saturé quand même. Alors justement, c'est quoi ta saison préférée sur l'île ? Ah, ma saison préférée, bon, moi j'adore l'hiver, mais ma saison préférée c'est avril. Avril c'est sympa. Ouais, mai j'adore, mais mai c'est parce que c'est les régates, moi j'adore la voile, donc mai c'est sympa, il y a déjà beaucoup de monde, mais c'est très sympa et il fait beau, c'est magnifique. Non, c'est plus sympa que juillet-août, on dira. Après octobre, j'adore aussi octobre, septembre, octobre, oh là là, c'est top. Tu pars à la voile et tu vas te balader à Port-Cros, tu reviens, c'est juste génial. Octobre c'est top, ouais. Bon, en fait, tout sauf juillet-août. Ouais, j'ai bien compris. C'est assez clair. Mais bon, en ce moment, c'est top aussi. On est quasiment soit à l'automne, soit presque au printemps. On est en plein mois de décembre. On allait aux champignons. C'est trop sympa. Bon, là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais c'est cool. Ça fait vivre l'île. Mais non, en ce moment, j'adore aussi. J'aime bien en fait, à part juillet-août, je trouve ça super sympa. Et encore juillet-août, ça nous fait tellement bosser qu'il nous le faut aussi. Tous les commerces vivent, le Porquerolles vit malheureusement grâce à cette fréquentation et à juillet-août parce que on est sur une île qui est fréquentée l'été, qui est beaucoup moins fréquentée par le tourisme à l'intersaison. Et c'est vrai que tout le monde bosse, je comprends moi, les loueurs de vélo, les restaurateurs, tout ça, c'est des gens qui bossent vraiment en plein été. Donc il faut pas l'enlever, ces gens ils nous font vivre. Donc vraiment, je critique pas du tout le tourisme, loin de là. Mais c'est vrai que l'été, juillet-août, n'importe quel Porquerolais n'aime pas juillet-août. Ton endroit préféré sur l'île, si tant est que t'en aies un, ça peut être plusieurs, mais où est-ce que tu te sens bien sur l'île ? Non, alors moi j'ai pas du tout d'endroit préféré sur l'île, il y en a plein que j'adore. Donc non, franchement, un endroit préféré sur l'île, si j'en ai un petit que j'adore, plus que les autres. Mais non, moi j'adore le mur du Nord, mais parce que je suis très souvent en bateau, donc j'adore le mur du Nord. Après sur l'île, vraiment un endroit préféré, j'adore aller au Schtroumpf, mais parce que la vue est dingue. Donc ouais, mais non, j'aime beaucoup d'endroits. J'aime pas trop les plages, moi. Je suis pas trop plage, donc par exemple, ce serait pas une plage, mais ce serait plus dans les terres ou surtout en hauteur. Pour pouvoir admirer l'ensemble. Pour toi, la Porquerolles authentique, est-ce que ça signifie quelque chose ? Et si oui, ça signifierait quoi ? Mais alors la Porquerolles authentique, comment ça authentique à l'époque ou authentique si on se disait tiens, on pourrait faire une Porquerolles authentique ? Justement, c'est intéressant, comme tu le perçois. Alors là, mais moi je rêverais d'une Porquerolles authentique avec une production de fruits et légumes, qu'on soit tous autosuffisants, qu'on ait des poules, qu'on vive à l'ancienne. Non mais vraiment une Porquerolles authentique, qu'on produise tous des choses artisanales, que l'artisanat revienne à fond. Voilà, on a la chance d'avoir plein maintenant d'ailleurs avec le marché artisanal là. On a plein de petites productions. On a Céline qui nous fait des superbes créations de bijoux, j'adore. On a Copain qui est top, moi je trouve ça génial. On a enfin des fruits et légumes de l'île. Eh ben, je rêverais qu'il y ait un apiculteur sur l'île, qui ait des ruches. Il y a eu des ruches, mais il y a eu plein de controverses. Alors je sais pas trop où ça en est. Je sais qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire une formation là, d'apicultrice pour avoir des ruches sur l'île. Mais alors là, moi je l'encourage à 200%. Je serai à fond pour acheter que des produits locaux. Et je rêverais qu'on puisse tous vivre et se nourrir avec seulement des produits de l'île. Ce serait génial, ce serait ça. Et en Porquerolles authentique, ce serait top quoi. Hashtag authentique. Mais non, c'est vrai qu'il y ait, j'en sais rien, moi, une ferme, qu'on puisse aller acheter son petit fromage de chèvre de l'île, qu'on aille acheter son miel, qu'on fasse de l'huile d'olive, qu'on fasse tout ce qui se fait déjà, mais qui soit vraiment qu'on arrive à être presque, pas autosuffisant, mais presque quoi. Ce serait top, j'adorerais. L'île de François-Joseph Fournier, ça te parle du coup ou pas ?
Ou pour toi, non, c'est une époque révolue ou une époque à laquelle on pourrait également encore aspirer? Parce que justement, c'est une époque dont on parle où les porquerolais étaient autosuffisants, justement. Oui, mais je pense que c'est tellement une autre époque. L'époque de l'île de Fournier, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et on traversait pas avec un supermarché juste en face. Donc non, malheureusement, pour moi, je pense que c'est complètement révolu. Mais ce serait super qu'on arrive à revenir à certaines bases comme ça, ouais. Ce serait top, j'adorerais. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote à me raconter de ta vie à Porquerolles? Voilà, même si c'est une petite chose, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient à l'esprit où tu te dis il y a finalement que sur l'île que j'ai pu vivre ça? Une anecdote en particulier, pas du tout, non, mais la phrase de il y a que sur l'île où j'ai pu vivre ça, je pense que c'est à peu près tous les jours. C'est tous les jours, ça va de notre enfance à maintenant. Et on est tellement privilégiés de vivre ici. Et finalement, il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est que quand on est gamin, on grandit tous ici. C'est magnifique, c'est super, on adore notre enfance, on a une super enfance. Mais on s'en rend compte que plus tard, moi je me suis rendu compte plus tard que mon enfance avait été tellement incroyable. C'est finalement quand on est adulte qu'on prend conscience que notre enfance, elle a été dingue. Et je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là, et ce qui est incroyable, c'est que on grandit tous ici, chacun part pour faire ses études ou autre, ou son job, ou se marie, a des enfants, vit ailleurs, et finalement on se rend compte que tout le monde a qu'un rêve, c'est juste revenir habiter sur l'île. Donc ça veut dire que cette île, on y est né et on n'arrive pas à s'en détacher, même si on essaye de s'en détacher parce que professionnellement on doit être ailleurs, ou parce que je ne sais quoi dans nos vies on doit être ailleurs, c'est pas vrai, on n'y arrive pas, on est toujours obligé de revenir, et ça m'a toujours vraiment pas choquée, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça m'a vraiment étonnée. Parce que même moi, à la première, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des études à l'étranger, je suis revenue, je suis partie, j'ai toujours eu l'habitude, en plus avec mes parents, de beaucoup bouger. Et c'est pas vrai, quoi. En fait, on revient toujours ici, même si on se dit « Ah tiens, moi j'aimerais vivre à tel endroit ». Non, on revient toujours à notre source, on revient toujours ici. Et je pense que ça, c'est vraiment Porquerolles. Parce que quand tu discutes avec des gens, ils sont, ils sont marseillais, non, ils décident de faire leur vie ailleurs, ils font leur vie ailleurs, ils se disent pas tiens je vais revenir à Marseille, peut-être les Marseillais de souche, je sais pas, mais non, on a tous cet attachement, et je vois plein d'amis autour de moi, c'est pareil, tout le monde rêve de revenir ici, et même tous ceux qui sont partis vivre à Paris, leur seul bonheur dans l'année c'est quand ils reviennent à Porquerolles. Et pourquoi? Parce qu'ils vivent à Paris, c'est super, ils ont un super job, tout ce que tu veux, de la culture, tout. Mais non, ils ont un tel attachement à cette île qu'ils sont toujours obligés de revenir. C'est un bonheur de revenir à Porquerolles. Et on n'arrive pas à s'en séparer, c'est pas vrai. Ouais, ça me parle, en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours vraiment dans ce sens. Alors la vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon toi justement sa particularité? Du point de vue de l'espace, peut-être de la temporalité, de la vie en communauté, qu'est-ce qui pour toi caractérise vraiment la vie sur l'île par rapport à la vie sur le continent? L'insularité, le fait de ne pas être relié, justement, le fait d'être seul sur notre île, cet isolement, on va dire, ouais, cet isolement, il est assez particulier, il a des avantages et des inconvénients comme toujours, mais pour moi il a beaucoup d'avantages. C'est génial. Et d'ailleurs, quand on passe 2 mois à Porquerolles sans traverser et qu'on arrive en face à Hyères, la toute petite commune de Hyères, j'ai déjà l'impression d'être dans une mégalopole, quoi. Donc ça prouve bien que même en dehors de nous, notre corps, notre esprit, on est habitué à être sur l'île et à être privilégié de plein de choses et être à l'écart de plein de choses. Et quand on arrive à Hyères, alors que ça fait juste 2 mois qu'on n'est pas allé à Hyères, une toute petite ville, rien que ça nous change et ça nous fait... Ouais. Donc, c'est vrai que c'est l'isolement, ouais. Alors l'île, l'hiver, elle revêt un tout autre visage. Bon, même si là, on est à la veille du Nouvel An, il y a un petit peu de monde, mais on entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur l'île. Alors un habitant de Porquerolles disait il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Alors toi, c'est peut-être un peu différent pour toi parce que tu y travailles, mais peut-être imaginer la vie des personnes un peu âgées sur l'île. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, qu'il faut avoir un trésor en soi pour vivre à l'année ici? Est-ce que tu trouves, ou est-ce que tu penses que c'est possible qu'on puisse trouver les hivers longs? Et si oui, tu penses qu'il faut un trésor, est-ce que toi, tu as trouvé le tien? Je peux comprendre pour certaines personnes qu'on peut trouver l'hiver long, mais franchement, moi, je vois pas du tout la différence entre l'hiver et l'été sur l'île. C'est quoi la différence à part
population. Qu'est-ce qui a changé? Lille, elle change pas entre l'hiver et l'été. Donc les gens ils disent toujours oh là, là, l'hiver est long parce qu'on voit que les feuilles passer au milieu du village. Bah oui, mais Lille elle change pas l'hiver ou l'été. Donc qu'est-ce qu'ils font de plus l'été? Ils vont se baigner parce que l'eau est chaude. Bah c'est pas grave, on met une combi, on va se baigner l'hiver. Enfin, moi je trouve qu'il y a Moi non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout d'ailleurs. Je peux comprendre pour certaines personnes que ce soit long ou que ce soit morose ou que ça paraisse triste parce qu'il n'y a pas d'activité et qu'il n'y a pas de monde. Mais en soi, les activités à faire ou le bonheur sur cette île ou tout ce qu'on y fait l'été, on fait la même chose l'hiver. Enfin moi d'ailleurs j'adore l'hiver. Hein. J'ai cru comprendre. J'adore l'hiver, mais parce que j'ai plus de temps. Mais justement, qu'on aille se promener l'été ou l'hiver, pour moi c'est pareil. À part oui, cette sensation de la température, mais bon, qu'on aille à la plage, qu'on aille se balader en vélo, qu'on parte en bateau, j'en sais rien. Moi, toutes les activités qu'on peut faire sur l'île, que ce soit l'hiver ou l'été, pour moi ça change rien, à part que je préfère l'hiver. Mais non, je peux comprendre les gens. Moi, la seule chose qui me manque vraiment à Porquerolles, c'est la culture, vraiment. Parfois, j'adore partir 4 jours à Paris et me dire ah bah tiens, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir aller au théâtre, je vais pouvoir aller voir un musée, je vais pouvoir aller juste la culture. Ça me manque vraiment. Alors justement, ça me fait une bonne transition sur l'ouverture de la Fondation Carmignac, donc l'année dernière. Donc cette fondation, elle a ouvert après beaucoup d'années de travaux qui ont soulevé des questionnements chez les Porquerolais. La fondation, elle a présenté cette année sa 2e exposition dans un climat qui m'a semblé, en tout cas, un petit peu plus apaisé. Comment as-tu vécu cette installation et quel regard tu portes aujourd'hui sur ce lieu artistique qui est devenu en quelque sorte un des lieux phares de l'île? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Bon alors ça c'est hyper controversé à Porquerolles, c'est vrai, la fondation, je pense que comme tout, il y a toujours du pour, il y a toujours du contre. Moi personnellement, la fondation, c'est en soi elle-même, ça nous apporte justement un peu de culture et je trouve ça hyper sympa, mais pour moi personnellement, je trouve ça très cool d'aller voir des œuvres, d'avoir un musée, je trouve ça super. Après, si on le prend dans une autre idée, bah oui, c'est triste qu'un bâtiment comme ça soit vendu à la Fondation Carmignac parce que, allez, c'est encore un peu des origines de l'île qui partent, quoi. C'est plutôt ça. C'est ça qui, comme le domaine de l'île qui vient d'être vendu, moi, ça me fait un sacré pincement au cœur, mais comme pas mal de gens. Et en même temps, on n'est pas dans les problématiques de toutes ces familles, et que ce soit financier ou autre. Voilà, enfin, moi, je juge personne, mais c'est vrai que le domaine de l'île, oui, ça me fait vraiment quelque chose qui soit vendu une entreprise comme Chanel. La Fondation Carmignac, c'est pareil, c'est plutôt ça qui m'attriste parce que ça aurait pu rester dans des familles, ça aurait pu continuer de génération en génération, perdurer. Le domaine surtout, ça aurait pu rester en famille, mais après je comprends tout à fait que ça a été vendu. Enfin, je suis vraiment pas du tout contre ça. La Fondation Carmignac, oui, il y a plein de pour, il y a plein de contre. Moi, je rentre pas du tout dans ces polémiques. Je trouve que ça apporte quelque chose à l'île ou pas? Bien sûr que ça apporte quelque chose à l'île, mais je sais pas vraiment encore. J'ai pas vraiment ambiguïté. J'ai l'impression que c'est un lieu auquel tu es assez attaché, mais non, voilà. Je sais pas trop. Moi, j'y suis allée vraiment en tant que visite du lieu originel. Ah bah oui, ça oui, bien sûr, c'est plutôt ça qui me choque, c'est plutôt le côté négatif pour moi, il est plutôt là. Après que ça apporte quelque chose à l'île, bien sûr, ça nous fait quand même un peu de culture, c'est hyper sympa, mais ça c'est vraiment du côté entre guillemets égoïste pour moi, je te dis ça. Après, en termes de fréquentation, j'ai vu énormément de personnes aller visiter la Fondation Carmignac, mais c'est des gens, je les vois, ils débarquent des taxis ou de la navette, mais plus des taxis. Ils passent justement devant yacht service, ils montent et tac, ils vont à la fondation, ils repartent. Hein. Donc c'est des gens, c'est pas du tout un public sur l'île. Public habituel, enfin en tout cas ceux qui viennent passer la journée. Après moi je sais pas comment ça se passe dans les hôtels, si les personnes qui résident dans les hôtels vont voir la fondation, est-ce que ça fait un attrait de plus sur l'île ou pas, je sais pas. Peut-être au bureau d'information ils en savent beaucoup plus que moi, j'imagine. Je sais pas du tout, j'ai pas eu de retour là-dessus. Non, c'est triste par rapport au bâtiment pour moi, mais après c'est super que ce soit un lieu de culture, c'est très bien. T'as été voir les expos ? Ouais, je suis allée voir les expos. J'ai bien aimé la première expo. Après, j'y suis allée que 2 fois, donc je n'avais pas du tout le temps en fait. Par contre, justement, je suis super triste qu'il soit pas ouvert l'hiver. Vraiment. Parce que je me suis dit, un lieu comme ça, ça se visite à l'année. Je vois pas pourquoi il faudrait être ouvert qu'en saison, quoi. Donc, ça ferme tout début novembre, mais c'est vrai que ça... Ouais. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont besoin de fermer, j'en sais rien, pour le changement des expos, des œuvres. Je sais pas du tout dans leur
dans leur organisation personnelle, mais ouais, j'aurais préféré que ce soit un établissement qui soit ouvert à l'année parce que justement ça dynamiserait un peu l'île, ça aurait peut-être un atout pour faire venir des gens visiter l'île en hiver et pas tous venir s'amasser le 15 août pour aller à la plage et ensuite aller à Fondation Carmignac. Donc ouais, ça aurait été cool que ce soit ouvert à l'année. Petite suggestion. T'as pu assister, alors cet été, ouais, tu devais être dans le rush complètement, mais il y a eu des manifestations en live, notamment sur la place, dans la fondation. Je sais pas si t'as vu les spectacles de danse. Non, on m'en a beaucoup parlé et j'ai rencontré un des artistes, mais malheureusement je l'ai pas vu. Donc je sais pas, je m'y suis pas rendue, je bossais. Je sais pas s'ils renouvelleront, mais c'était beau, ouais, ça animait vraiment, bien. Ouais, c'était chouette. Ouais, disons que le fait d'investir la place de l'île et tout ça, ça donnait un petit côté un peu différent. Enfin, tu vois, la culture au centre du village, c'était, c'est bien. Ouais, ça donnait l'accès à tout le monde, je pense. Mais on a quand même Marco qui depuis des années fait des efforts surhumains pour faire vivre ce kino et qui a une super belle animation et qui justement nous met vraiment de la culture au plein centre du village, mais surtout avec que des participants porquerolais, et c'est encore mieux que de mettre de la culture en plein centre du village, c'est qu'il fait participer, donc enfin pour moi je trouve ça génial, c'est top. T'as déjà participé ? J'ai déjà participé, oui, il y a 2 ans je crois, et après je suis venue voir des kinos, mais malheureusement je bosse tout le temps en cette période. Il me semble que je t'ai vu dans un kino de Bernard Pess, femme de Porquerolles, qui est vachement émouvant. Ouais, c'est vrai. Oui, j'adore Bernard en plus, j'aime beaucoup Bernard. Mais oui, tu as tout à fait raison, faut pas l'oublier. Donc le kino, il a lieu en général, c'est fin octobre. Ouais. Et ça fait participer les Porquerolais et des personnes extérieures aussi. Oui, des personnes extérieures, mais surtout ce qui est incroyable, c'est que tous les ans, on se rend compte que dans les kinos, il y a vraiment une participation massive des Porquerolais et des gens où on n'aurait pas pu croire qu'ils se laisseraient tenter à participer à ce genre de manifestation, et vraiment je trouve ça super. Ouais, surtout qu'il y a un côté très spontané, donc on se met un peu à nu, enfin je pense que ça va vite. Et les kinoïdes sont trop sympas, à chaque fois les gens qui viennent sont adorables parce que nous on est complètement néophytes dans le truc et ils sont super accueillants, il n'y a aucun jugement, au contraire il y a vraiment un partage des connaissances, j'ai trouvé ça assez bien, vraiment. Ouais, c'est une superbe initiative en tout cas. On espère que ça va se poursuivre parce que je crois qu'il a des problématiques, Marco, pour faire perdurer cette manifestation. Mais tu as tout à fait raison, c'était bien de le mentionner. Alors on va parler d'un sujet qui est moins sympathique, l'hyperfréquentation. Alors l'été, le parc enregistre des pics de fréquentation de 8500 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Cette hyperfréquentation, on le sait, et tu l'as évoqué tout à l'heure, elle pose de nombreux problèmes. Alors atteinte à l'environnement, gestion de l'eau et des déchets, saturation des services et au final une certaine insatisfaction des visiteurs. Est-ce que tu as été témoin, toi, ces 30 dernières années, de l'essor de la fréquentation sur l'île, et quel regard tu portes sur cette hyperfréquentation ? Est-ce que tu entrevois des solutions ? Bon, des solutions, c'est pas moi qui vais en donner, je pense. Mais oui, bien sûr que je suis témoin de cette hyperfréquentation. Après, on parle beaucoup de fréquentation juillet-août. Je crois que finalement, ce qui a été enregistré, les pics, c'est 4 jours, je crois, ou 5 jours. Enfin, je sais pas trop, moi je suis pas vraiment dans les statistiques, mais apparemment c'est très faible, les gros pics. Donc je sais pas ce qu'il en est. Moi, ce que je constate vraiment, c'est que y a pas mal de gens qui viennent en fait et qui font pas du tout travailler l'île. Ils débarquent, à part prendre le bateau, c'est tout ce qu'ils font, et au mieux ils vont manger une glace, mais sinon ils viennent avec tout, et ce que je comprends tout à fait parce que ça leur coûte déjà tellement cher de venir, une famille avec ne serait-ce que 2 enfants, c'est déjà un budget pour eux de venir passer une journée sur l'île. Donc en fait ils viennent, ils prennent tout avec eux, les glacières, les machins, ils vont à la plus belle plage de l'île, parce qu'alors ça je n'en peux plus de l'entendre moi, plus belle plage d'Europe, Notre-Dame, comme ça dans 2 ans elle est complètement défoncée Notre-Dame, donc comme d'hab ils vont tous, ils ont que ça en tête. Moi ils passent au magasin, elle est où la plus belle plage de l'île? Alors je les envoie partout, sauf à Notre-Dame. et je crois que peut-être moins de monde remarque. Ah là là. Donc c'est que ça, toute la journée ils ont que ça, ils descendent du bateau, ils prennent leur glacière sous le bras, la plus belle plage de l'île, ils passent la journée, ils repartent. Donc ça, je pense que c'est super dommage, parce qu'en fait c'est en effet, ça c'est des déchets, c'est plein de choses, c'est des gens qui font pas du tout travailler l'île et qui n'en profitent pas du tout. Mais en même temps ils peuvent pas en profiter. De toute façon location de vélo, c'est saturé, tout est saturé. Donc je pense que
ouais, il y a une trop grosse fréquentation, mais la gérer, je sais pas comment. Et ce qu'il faudrait gérer, c'est surtout la surfréquentation qui détruit l'île, mais qui ne la fait pas du tout travailler et qui n'en profite pas. C'est plutôt ça qu'il faudrait gérer. Parce qu'après, dire on va réduire le nombre de vélos ou j'en sais rien. Réduire le nombre de navettes, pour toi, c'est pas forcément la solution. Pour toi, ça se jouerait... Je sais pas. Franchement, ça, moi, je sais pas. Réduire le nombre de navettes, je sais même pas comment ils pourraient le faire. Après, oui, il y a plein de parcs nationaux. Moi, je suis partie sur une île au large de la Bahia, au Brésil. C'est une île qui est complètement préservée. Et justement, nous on est accédé en bateau, donc on l'a su en arrivant à la voile, mais bon, on savait pas, mais ils nous ont expliqué que l'île est totalement préservée. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un système de quota de nombre de billets d'avion. Et donc c'est simple, tu réserves ton billet d'avion et si t'as plus de place, t'as plus de place parce qu'ils ont décidé que c'était le quota maximum de fréquentation de l'île. Donc c'est simple, on n'arrive que par avion et il y a pratiquement personne qui va en bateau. Nous on est arrivé à la voile parce qu'on partait d'ici de Porquerolles. Forcément, on est allé voir les autorités et voilà, ils nous ont fait un pass dans le parc national. Mais bon, ça oui, en effet, si on peut réserver à distance ou s'il y a un quota de nombre de tickets, mais là c'est très dur, c'est une île tout le monde arrive ici. Les bateaux ils viennent de Toulon, ils viennent du Lavandou, ils viennent de plein d'endroits, du Port d'Hyères, de la Tour Fondue. Enfin, je pense que c'est hyper compliqué à réduire. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou si c'est, je sais pas, ou si c'est plutôt promouvoir un tourisme à l'intersaison en expliquant aux gens qu'ils vont profiter pleinement de l'île à l'intersaison et que ce sera beaucoup plus agréable et qu'ils seront mieux accueillis parce qu'il y aura des places dans les restaurants, parce qu'il y aura encore des locations de vélos disponibles, parce qu'ils feront pas la queue pendant 5 heures pour un ticket de bateau, parce que les toilettes seront disponibles, enfin j'en sais rien. C'est plus tentant en tout cas présenté. Ouais, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut, avant de complètement tout réduire, parce que je sais pas du tout comment ça peut se faire. C'est peut-être ça qu'il faut amener, peut-être. Un tourisme, oui, plutôt sur les ailes de saison et puis des personnes peut-être un peu plus sensibilisées aussi parce que... Maintenant, l'écotourisme, tous ces trucs-là, il y a plein de guides maintenant, ou même des guides de randonnée où c'est vraiment du tourisme un peu plus réfléchi. C'est peut-être ça qu'il faut essayer d'engendrer. Ouais, tout à fait, mais parce que c'est vrai quand on arrive sur l'île et qu'on connaît pas forcément... le balisage sur le fait que c'est un parc national n'est pas forcément très clair. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses en termes de sensibilisation. Est-ce que les gens qui arrivent et qui débarquent sur l'île savent tous qu'on est dans un parc national ? Je pense quand même. Ouais, je pense. Il y a beaucoup de signalisation. Il y a des panneaux partout marqués parc national. Je pense qu'ils le savent. Et puis en même temps, on te rend compte, dans un sens, c'est horrible de dire ça. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit, c'est un parc national. Ah bah tiens, on va faire attention parce qu'il y a des interdictions. Et le touriste lambda, il va arriver dans un autre endroit. Ah bah c'est pas un parc national. Oh bah carton plein, c'est bon. Tu vois, c'est terrible finalement. Donc non, je pense qu'il faudrait que les gens soient un peu plus responsables et qu'on engendre un tourisme un peu plus respectueux. Mais je trouve que ça change vraiment. Moi, je le vois au magasin. Les clients, ils changent complètement. Je vends beaucoup de produits biodégradables. Tout ce qui est savon, shampoing pour le corps, enfin tous ces trucs-là. Je vends des produits éco-labellisés et les gens m'en demandent tout le temps pour nettoyer les bateaux, pour se laver, pour tout, pour faire la lessive. Tout le monde me demande des produits comme ça. Donc je sais pas si c'est les plaisanciers qui vraiment font attention maintenant et commencent à y réfléchir ou si c'est en général, mais je trouve que les gens sont de mieux en mieux là-dessus. Il y a une conscience éco-responsable qui te semble un peu émerger. Je trouve. Après, je sais pas, peut-être qu'on en parle beaucoup plus, donc du coup les esprits changent un peu aussi. Voilà. Après, c'est quand même long au niveau des structures. Nous ici, toutes les associations essayent de bosser sur le tri sélectif par exemple, et c'est hyper dur quoi, personne s'en sort. C'est incroyable, justement on est dans un parc national et on n'est encore pas capable de trier nos déchets. Alors je sais pas. Commençons déjà par ça. Quel conseil tu donnerais à un touriste d'un jour qui est venu pour essayer de saisir un peu de l'authentique Porquerolles, alors dans le sens la Porquerolles nature, essayer de percevoir un petit peu quelque chose de ça, ou au moins en approcher son essence. Quel sentier tu lui conseillerais ? Comment tu lui conseillerais d'organiser sa journée à pied, à vélo, quel sentier emprunter ? Alors j'ai bien compris que tu l'enverrais pas vers la plage Notre-Dame. Ah non. Maintenant justement il faut partir de tous ces côtés-là, plage d'Argent, Notre-Dame, parce que malheureusement il y a trop de monde. Quand on voit des photos de la plage d'Argent justement à ma naissance, mais c'est incroyable la différence. En effet c'était une plage d'argent magnifique. Là tu vois déjà qu'il y
y a des évolutions. Bon, c'est pas du tout dû au tourisme, pas du tout. Mais non, un touriste qui vient, qui veut visiter l'île, il prend un sac à dos et il part à pied. Oui, ça c'est sûr. Il part à pied, oh là là, ça sent tellement bon en plus. Il va se balader au milieu des eucalyptus. Non, il se promène en dehors des plages et de la côte et du monde, quoi. En dehors des sentiers battus. Voilà. Il prend les chemins de traverse. Il suit pas tout le monde. Il y a de quoi faire quand même, franchement. Il y a de quoi faire, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans la Porquerolles de ton enfance, qui existait avant, que je regrette pas trop, non, pas spécialement. Qu'est-ce que je pourrais regretter ? Sûrement, quand on aura fini dans 2 heures, je te dirai « Oh là là, je regrette ça. » Bah non, qu'est-ce que je peux regretter ? Non, je pense que ça a quand même... je sais pas, on était enfants, donc on ne devait pas se rendre compte de toutes ces problématiques actuelles. Donc peut-être que c'était déjà exactement les mêmes, à mon avis. L'innocence alors, peut-être. Voilà, l'innocence. Non, je regrette pas grand-chose. Je pense que c'est à peu près pareil. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se bougent. Il y a plein d'associations qui essayent de faire plein de choses. Il y a l'association justement des parents d'élèves. Alors là, elles sont au top, les filles. Elles n'arrêtent pas. J'ai pas d'enfants, c'est dommage parce que alors j'adorais être avec elles tout le temps parce que vraiment elles font des super trucs. Et non, je pense que je regrette pas grand-chose. À part, oui, ma petite vie d'enfant. Trop sympa sur l'île. Ouais, non. Si, un peu quand même, un peu. Il y a des trucs, forcément. L'âme qu'il y avait avant, nos parents à l'escale. Moi, j'appelais tout le temps l'escale sur le fixe. On n'avait pas de portable à l'époque. C'était vraiment l'âme du village. C'est ça, ouais, un peu quand même. C'est vrai qu'il n'y a plus cette âme-là, vraiment. Ouais, mais bon, tu m'as pas trop parlé de la vie, justement, communautaire sur l'île. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi ? Est-ce qu'il y a une fraternité pour toi entre les Porquerolais ? Oui. Invisible, hein, aussi. Non, il y en a une. Ouais, il y en a une parce que... Je pense que c'est complètement différent quand on est en ville. On a tous des amis et des connaissances, mais c'est différent. Ici, il y a le chien d'un tel qui est malade, tout le monde est au courant. Le lendemain, tout le monde envoie un message parce que je traverse, je peux aller chez le veto, tu veux que je t'apporte des médicaments, machin. Il y a quand même une entraide énorme. Très souvent, on mange tous les uns chez les autres. Il y a quand même une fraternité qui est singulière, je pense, vraiment. Et il y a une grosse entraide. Dès que quelqu'un est malade, on est tous là pour l'aider. Dès qu'il y en a un qui va pas bien, on est là. Il y en a une qui a pas le moral, on fait une grosse bouffe à la maison. Il y a l'autre qui va bien, on fait ci, on fait ça. Donc non, on est très souvent tous les uns chez les autres. Et oui, par contre, il y a moins, mais bon, c'est peut-être ma vision quand j'étais enfant, mais je trouve qu'il y a moins l'âme de l'époque où quand on était gamine, là, on allait rejoindre nos parents à l'escale. C'était vraiment un endroit de partage, d'échange. Ok, nos parents étaient souvent au bar, mais c'était quand même super sympa. Donc, ouais, je pense pas que je regrette vraiment des choses de mon enfance. Je pense que ça a évolué avec chacun. Mais ouais, il y a une grosse entraide. Je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a une grosse entraide pour tout. Pour tout, il y a une entraide. Moi, à chaque fois que j'ai eu des problèmes sur l'île, je me suis toujours rendu compte qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et même les gens qu'on ne côtoie pas du tout, c'est les premiers à nous aider, quoi. Cet été, j'ai eu un problème, on m'a aidé direct. Tout le temps. Et on n'a rien besoin de demander. Et ça, vraiment... D'ailleurs, c'est assez incroyable et c'est très touchant, c'est émouvant parce qu'on ne demande rien à personne et il y a tout de suite 10 personnes qui réagissent. Et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est ça la fraternité, oui. C'est une vraie singularité en tout cas. Quels sont pour toi les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Les grands enjeux, on en a mentionné certains. Bah oui, malheureusement, c'est la préserver, je crois bien. C'est ça le plus gros enjeu. Mais comme tous, alors il y a les pro-parcs, il y a les contre-parcs, il y a les pros je ne sais trop quelle association, il y a les contre je ne sais trop quelle association. Mais en fait, on a tous le même but, c'est qu'on veut juste la préserver. Et bon, il y en a qui s'engueulent sur la manière de la préserver, mais on a tous le même objectif, c'est réussir à la garder aussi belle, voire plus. L'action du parc, justement, t'en penses quoi ? Là, il faudrait à peu près une semaine pour en parler. L'action du parc, je sais pas trop, c'est assez vaste. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont très bien et il y a d'autres choses où je trouve ça
très difficile, mais je pense que ça c'est lié à la France en général, c'est qu'il y a une lourdeur administrative qui est juste terrible et j'arrive pas à comprendre quand il suffit en pratique de ramasser 2 déchets qui sont à nos pieds, comment ça peut prendre des considérations aussi importantes et tant de temps quand c'est le parc national qui gère, quoi. Mais c'est vraiment un exemple, c'est juste pour imager, hein, mais c'est pour tout comme ça et je pense que même eux au sein de leur service c'est très compliqué. Donc, lié au système plutôt lié au système, ouais. Et je trouve ça dommage parce que justement quand on est au sein du parc national, ça devrait être super facile pour nous de gérer tout ce genre de problèmes et en fait ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout et dans la pratique c'est naze, ça avance pas. C'est naze. Ça fait des années qu'on est toujours sur les mêmes points et on peut regarder les comptes rendus de réunion de CIL ou de je ne sais quoi d'il y a 10 ans ou 15 ans, on a toujours les mêmes problématiques. Donc c'est là où je dis qu'il y a un gros problème parce que justement on a une entité comme le parc national qui devrait réussir à aider pour tous ces points, à aller de l'avant, à vraiment avoir des objectifs et arriver à s'en sortir, quoi, et aller vite. Et en fait dans la pratique c'est naze. Il n'y a pas d'autre mot, c'est naze, ça n'avance pas. Et on rame, quoi. Tout le monde rame. L'inertie en fait. C'est-à-dire que les sujets sont récurrents et si on prend... C'est toujours les mêmes sujets et ça avance pas, jamais. Et alors en plus c'est un problème parce qu'à chaque fois qu'on a un référent au parc national, 6 mois après c'est un autre référent. Donc c'est super, ça veut dire qu'on recommence le même dossier tous les 6 mois. Donc au bout d'un moment, il y en a certains qui s'essoufflent, qui sortent du dossier, ce que je comprends. Il y en a d'autres qui restent en se disant allez... on est encore positif, on va y arriver. Et au bout d'un moment, moi la première, c'est marre parce que tous les 6 mois on recommence et c'est les mêmes dossiers, donc on refait les mêmes dossiers non-stop. Et en fait, on n'a toujours pas de résultat, donc ça c'est vraiment un gros problème, ouais. C'est un très gros problème du parc. Un petit peu d'épuisement du coup. Ah, ouais. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaiteraient s'installer à Porquerolles à l'année ? Eh ben, faire beaucoup d'enfants pour que l'école soit surpeuplée. Qu'elle ne disparaisse pas. Voilà, c'est ça. Quel conseil ? Créer des nouvelles choses, s'il vous plaît. N'ouvrez pas une location de vélo. Je sais pas, créer des nouvelles choses, de l'artisanat, pas faire comme les autres, sortir de ce truc-là, essayer de faire bien et de faire du réel et de l'authentique et du local et des bonnes choses, quoi. Vraiment. Et nous apporter plein de choses pour cette île. Est-ce que tu as un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années ? Un vœu à formuler ? C'est à peu près tout ce dont on vient de parler. Ouais, de la pérennité et du respect de l'île. Ça, c'est vraiment un vœu, ouais. Il me reste 2 questions. Quelle est ta définition du Porquerolais ? Oh là là, la question. Un Porquerolais... Pour moi, il n'y a pas du tout de définition. C'est toujours la guéguerre entre qui est Porquerolais, qui ne l'est pas. Un Porquerolais, c'est quelqu'un qui aime cette île autant qu'on l'aime. C'est tout, c'est ça un Porquerolais. On s'en fout qu'il habite là, qu'il soit né là, qu'il revienne là. Oui, si, le touriste qui vient tous les ans à Porquerolles et qui se dit Porquerolais, non, il a rien compris à l'île, forcément, c'est sûr. Mais après, une définition d'un Porquerolais, moi, je suis complètement hors débat de comptoir. Oui, alors là, je suis hors débat du Porquerolais. Mais non, un Porquerolais, c'est quelqu'un qui aime cette île et qui la respecte vraiment. Et qui la fait vivre, peut-être un peu, d'après ce que j'ai compris. Dernière question, en évoquant Porquerolles, on parle d'écrin, du joyau de la Méditerranée, de la perle des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait selon toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? C'est-à-dire quand tu es loin de l'île et que tu penses à Porquerolles, qu'est-ce qui te vient immédiatement à l'esprit ? Moi, c'est les fruits de l'eucalyptus. Mais bon, je sais pas. J'en ai un dans mon sac tout le temps. C'est vrai. Tu vois. Mais bon, une image, moi, c'est toujours ça. Et d'ailleurs, on l'a tous fait quand on partait. On se faisait des bocaux avec les fruits de l'eucalyptus. Parce que alors là, t'ouvres ça 6 mois après, quand t'es en pleine vie, justement à Lyon, quand on est habité à Lyon, t'ouvres ça. Oh là là, le bonheur, t'as l'impression d'être chez toi. Et c'est pas grand-chose. C'est ça. Et c'est pas grand-chose, ouais, en effet. Donc, ouais, c'est ça, moi, ma petite image de l'île. Que chacun reparte avec son petit fruit d'eucalyptus et son petit bout d'île. Écoute, merci beaucoup Cassandra, c'était un vrai plaisir de t'interviewer dans le soleil, la couchant, c'était super. Merci beaucoup. Merci.
Merci à Cassandra de nous avoir partagé son parcours et son attachement pour l'île avec une énergie et une joie communicative. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolle.toutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et je sais que je me répète, mais si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt.